décortiquons ensemble. Après avoir évalué le poids de l'ascenseur, vous avez bien calculé à ce qui concerne le poids, bien sûr, de la cabine, le nombre de personnes qu'il faut, les dimensionnements des câbles d'ascenseur. Dans cette formation, les amis, nous allons travailler encore une fois de plus ensemble avec vous. Nous allons voir comment les appliquer maintenant sur Robot Structural Analysis. Le bâtiment est là, c'est un bâtiment R+7-2. Ok, donc le même projet qu'on avait commencé ensemble avec vous. Déjà, je vous avais montré la différence qui existe entre un ascenseur hydraulique, mais aussi un ascenseur à traction. Vous avez donc la case d'ascenseur qui est là devant vous. Je vais vous montrer maintenant comment vous serez à mesure d'appliquer tout ce qu'on avait évalué, ok, à ce qui concerne l'ascenseur à traction. Comment définir les différentes charges sur Robot Structural Analysis. J'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ça. Ok, j'aimerais vraiment qu'on essaie un peu de travailler ensemble avec vous. Justement, je vais vous donner le basique. Ok, et puis vous allez comprendre en fait comment ça fonctionne. Alors, déjà la particularité ici est que c'est un projet que je dimensionnais. Je vous avais déjà montré comment dimensionner le voile d'ascenseur. Je vous avais montré également comment calculer, ok, donc calculer un ascenseur hydraulique. On avait vu ensemble avec vous comment calculer aussi un ascenseur à traction. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir tout simplement son application sur Robot Structural Analysis. Mais qu'à cela détienne, pour essayer un peu de bien maîtriser ce que nous allons faire, j'aimerais faire un tout petit peu marche en arrière qui pourra justement vous aider de comprendre également une fois de plus comment on avait procédé afin d'évaluer toute charge que nous allons appliquer ici. Les amis, j'aimerais que vous puissiez noter également s'il y a des points à noter. Restez connectés, abonnez-vous déjà massivement sur la chaîne Gilles Kounda Tutoriel, qui est bien sûr une chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Nous allons continuer notre série de formations, ok, dès ce soir. Si vous êtes prêts les amis, suivez-moi justement après ce générique. Bonsoir tout le monde. Les amis, comme je l'ai dit au début de cette formation, nous allons voir maintenant comment un ingénieur peut appliquer les sollicitations de l'ascenseur ici dans ce projet. Alors, la première des choses, c'est qu'il faut savoir. L'ingénieur est censé définir d'abord le type d'ascenseur qu'il va donc utiliser. Dans cette formation, déjà, vous le savez très bien ce qu'on avait fait avec vous. Je vous avais montré les calculs d'un ascenseur hydraulique. On avait vu également les calculs d'un ascenseur à traction. Considérons que ce que nous allons appliquer ici, c'est justement un ascenseur à traction. Il y a quelques points que l'ingénieur est censé de bien maîtriser. Puisque là, j'ai reçu beaucoup de questions. Il y a d'autres amis qui me demandent, est-ce que l'ingénieur sur Robot Structural Analysis, dès que vous calculez, vous évaluez plutôt un ascenseur à traction à la main. Vous savez très bien le poids de la cabine. Vous savez également le nombre des personnages. Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'appliquer cette force, par exemple, au niveau de paroi, c'est-à-dire le voile d'ascenseur? Est-ce que c'est important d'appliquer ça sur la dalle, ok, de l'ascenseur? Ou bien ça se passe comment? Ou bien est-ce qu'il y a des charges qu'on ne peut pas considérer, il y a des charges à négliger, ou ça se passe comment? Et je reçois même des questions pour me dire que, est-ce que s'il faut dimensionner également les radiers générales d'un ascenseur, est-ce que le principe, c'est toujours le même qu'un radier normal, à ce qui concerne sa profondeur, ou bien il faut dépasser les 1 mètre, ou bien il faut aller à 2,50 m, à 3 mètres,
On va essayer un peu de répondre à toutes ces questions. Mais en amont, regardez ce qu'il faut faire. Tout est fonction d'abord du prédimensionnement. Tout est fonction du prédimensionnement. Pourquoi je l'ai dit? Comme vous le savez, ici par exemple, vous allez voir ici que ça, ce n'est que la case d'ascenseur que moi, j'ai modélisé. Mais je ne vais pas modéliser seulement pour modéliser. Tout est fonction des prédimensionnements. D'abord, l'ingénieur est censé définir le type de voile d'ascenseur qu'il va utiliser. Comme vous le savez très bien, dans le dimensionnement d'un voile, un ingénieur peut dimensionner ce qu'on appelle justement un voile, ok, avec rigidité des deux côtés. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une colonne ici, comme le cas précis. Regardez ce que je suis en train de vous montrer ici. À gauche, ici, j'ai une colonne. Vous voyez, j'ai une colonne ici. Et de l'autre côté également, j'ai une autre colonne. Donc, ça me fait déjà deux colonnes. C'est pour dire quoi? Dans cette case d'ascenseur, dans cette direction ici, là, par exemple, j'ai un voile avec deux colonnes de part et d'autre. C'est constitué directement comme ce qu'on appelle voile avec rigidité des deux côtés. Pourquoi? Puisqu'il y a un renfort des colonnes de part et d'autre. Mais si maintenant je passe dans l'autre facette ici, vous allez voir que je n'ai pas deux colonnes de part et d'autre. Donc cela revient à dire quoi? Le voile ici, c'est un voile, ok, ayant tout simplement la rigidité d'un seul côté. Ok? Mais tandis que si je tourne encore, attendez, je vais tourner pour que vous puissiez voir d'abord par où il faut commencer. Si je tourne de l'autre côté ici, vous allez voir qu'ici, par exemple, j'ai un voile, mais sans rigidité. J'ai un voile sans appui, sans rigidité. Cela revient à dire quoi? Dans cette case d'ascenseur, en réalité, j'ai trois types de voiles. J'ai trois types de voiles à prédimensionner. Premièrement, j'ai ce qu'on appelle un voile avec rigidité les deux côtés. Deuxièmement, j'ai ce qu'on appelle un voile avec rigidité, ok, d'un seul côté, ici. Et puis enfin, j'ai un voile isolé, communément appelé voile sans rigidité. C'est d'abord par là il faut commencer. C'est ça d'abord la base. Tout est fonction, bien sûr, des prédimensionnements. Pour essayer un peu de voir comment prédimensionner ce type de voile, allez-y sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir que j'ai posté des vidéos quant à ça. Mais qu'à cela détienne, je pourrais également vous montrer quelques points rapidement avant de passer au vif du sujet. Tenez. Par exemple, ici, à ce qui concerne le prédimensionnement d'abord des voiles, puisqu'il faut d'abord bien prédimensionner les voiles, ok, avant de passer maintenant au calcul d'un ascenseur. Regardez ce qu'il faut faire. Par exemple, le point 1. Ok, je vais essayer un peu de survoler rapidement. Par exemple, le point 1. Il faut savoir que dans le prédimensionnement de voile, ce qu'il faut faire, l'ingénieur est censé de respecter bien sûr la norme. L'ingénieur est censé de respecter la norme. Et aussi le principe. Si je fais par exemple une coupe, ok, je peux faire une coupe transversale. Bon, ou soit je prends ça soit en perspective, il n'y a pas de problème. Je représente ça, considérant comme un voile. Ok, voilà, je fais ça rapidement ici. C'est très important de commencer par ici, pour que vous puissiez d'abord bien comprendre ce que je suis en train de dire. Voilà, donc ça c'est comme des fouillantes à peu près. Voilà. Ok. Voilà, je fais ça quand même comme ça. Donc, comprenez seulement que c'est ça donc le voile. Alors, ça par exemple, c'est ce qu'on appelle la hauteur HE. Ok? Vous avez la hauteur HE. Et là, vous avez donc l'épaisseur A. Ok? Vous avez l'épaisseur A. Et puis, de l'autre côté ici, on peut considérer ça comme la portée L. Ok? Alors, déjà dans les prédimensionnements, ce qu'il faut savoir. Pour que un voile soit considéré exactement comme voile, regardez le principe.
il faut par exemple que le L, ok, le L ici, soit supérieur ou égal à 4A. Ça, ce sont des formules empiriques. Et comment maintenant pour trouver donc A? Il faudrait que A soit supérieur ou égal à 15 cm. Je vais essayer un peu de marteler sur le A ici. Ok? Il faut que ça soit supérieur ou égal à 15 cm. Alors, si déjà est que, après avoir prédimensionné un voile, que ce soit un voile avec double rigidité, avec un seul rigidité ou bien sans rigidité, et que vous trouvez par exemple l'épaisseur des voiles A inférieur à 15, le principe nous dit que l'ingénieur est censé de ramener ça au minimum à 15 cm. Ok? Pour que ça soit considéré exactement comme un voile. Vous voyez? Donc, ça c'est d'abord un. Je suis au niveau tout simplement des fondamentaux. C'est ce qui est beaucoup plus important à comprendre. Donc, jusqu'à ce niveau ici, il est à noter que on parle d'un voile si cette condition est respectée. Ok? C'est-à-dire le L est supérieur ou égal à 4A. C'est-à-dire le A ici, ce n'est que l'épaisseur. Donc, il faut multiplier maintenant 4 multiplié par 15. Ok? Qui est l'épaisseur par rapport à notre cas ici. Donc, tout en considérant que la limite au moins doit être supérieure ou égale à 15. C'est-à-dire, au minimum, au moins c'est 15 cm. Ok? Mais par contre, si cette condition n'est pas respectée, alors on ne peut pas en réalité parler d'un voile. Mais plutôt là, on peut parler tout simplement d'un élément linéaire. C'est très très simple à comprendre. Puisque généralement, je vois dans des chantiers, deux ingénieurs réalisent peut-être des voiles avec, disons comment, une épaisseur de 10 cm, 11 cm, 9 cm, voilà, ainsi de suite. Mais le principe, c'est ça. Donc, il faut retenir ça. Maintenant, à ce qui concerne le prédimensionnement, il faut savoir comment est-ce que l'ingénieur peut prédimensionner d'abord un voile. Donc, premier point, ou bien je mets ça A. A, ça dit voile. J'écris voile avec rigidité, ok, des deux côtés. Rigidité des deux côtés. Je ne ferai pas bien écrit, donc raison pour laquelle je préfère écrire ça comme ça. Rigidité des deux côtés. Tout est fonction d'abord des prédimensionnements des voiles. C'est-à-dire ici, tout est simple. Donc, si vous avez par exemple une hauteur de la dalle, je prends un exemple, vous avez une hauteur de la dalle, par exemple de 3 mètres, mettons seulement 3 mètres ou 3 mètres 06, ce qu'il faut faire d'abord, vous enlevez par exemple la retombée, ok, du poutre bien sûr. Alors, la formule est simple. Comment trouver cette épaisseur? L'épaisseur A est trouvée par cette formule. Doit être donc supérieure ou égale à H et, ok, sur 25. Sur 25. Donc, c'est ça la formule pour prédimensionner un voile avec rigidité des deux côtés, comme le voile que je vous ai montré ici. Je peux rentrer rapidement sur ce projet. Ok, je vais essayer un peu d'aller rapidement, puisque c'est aujourd'hui que nous allons clôturer ces chapitres à ce qui concerne justement donc l'ascenseur, ou je dirais même, voilà, l'ascenseur et voile. Ok, donc ça. Rigidité des deux côtés, comment le prédimensionner? Voici donc comment vous serez à mesure de prédimensionner déjà ce type de voile. Ok? Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, la hauteur ici, les HE. Je vous ai montré les HE ici. Ok, les HE, c'est ça. Les HE n'est pas seulement fonction de la hauteur sous plancher. C'est la hauteur sous plancher, oui, mais il faut tenir également compte justement de la retombée. Ok? Si par contre que vous avez, je prends un exemple, vous avez par exemple une hauteur sous plancher de 3 mètres, ok? Ou bien la hauteur totale, ça fait 3 mètres 6, comme je l'ai dit. Alors, vous êtes obligé au moins de déduire la hauteur de la retombée. Ok? Dès que vous enlevez ça, ça va vous aider de manière à ce que vous puissiez maintenant trouver la hauteur totale.
C'est-à-dire quoi? Si par exemple j'ai une hauteur de 3,6 m, ok, je prends par exemple 3,6 m, et que la hauteur totale, ok, justement de la poutre est de 0,40, ok, dès que je calcule ici, ça va me donner combien? Je vais calculer ça rapidement. Donc, ça dit j'aurai 3,06 moins 0,40. Voilà, ça fait 2,66 mètres. Voilà, 2,66 mètres. OK? Alors, donc, en réalité, on travaille avec cette dimension. C'est que moi, je vais faire maintenant. Alors, étant donné que je vais déduire également la retombée, si j'enlève la retombée, je considère par exemple 0,40, j'enlève qui est peut-être 5, ça dit ça fera de manière à ce que j'aurai en réalité 0,06 moins 0,35. Donc 35, je prends ça maintenant en mètres et ça va me donner une valeur de 2,71. OK? 2,71. Vous voyez, donc j'ai déjà calculé ça, je crois, ici. Donc je prendrai 3,06 moins 0,35. Ça fait 2,71. Alors, cela revient à dire quoi? Les H ici, les HE que moi je vais utiliser ici, ne sera pas dans le 3,06. OK? Ne sera pas le 3,06. Mais plutôt, ça sera donc le 2,71. Pourquoi? Puisque j'ai enlevé également la hauteur de la retombée. OK? 2,71. Vous voyez, donc ça dépend de la hauteur que vous considérez. Alors, si maintenant je vais trouver donc l'épaisseur est ici, eh bien, je vais prendre tout simplement, ça sera quoi ici? Donc, je remplace maintenant HE par sa valeur. Et donc, en réalité, ici, j'aurai 2,71 que je vais diviser maintenant par 25. Et puis, je trouve directement la valeur ici. Ça, c'est le point A. Le deuxième point maintenant, si je vais par exemple calculer le point B, si je vais calculer maintenant le voile avec rigidité, cette fois-ci d'un seul côté, voilà, d'un seul côté, ok, je mets ça comme ça, d'un seul côté, voici donc la formule. Étant donné que c'est seulement un seul côté, donc ça dit ça peut être ici, seulement d'un seul côté, tandis que là on avait donc rigidité de deux côtés, donc c'est comme ça, à peu près la configuration. Rigidité d'un seul côté, donc je suis ici. OK? Donc là, je suis ici, d'un seul côté. Comment maintenant l'ingénieur va prédimensionner? Le prédimensionnement, pour trouver l'épaisseur, donc A, l'épaisseur de voile, voici donc la formule. A doit être supérieur ou égal à H et sur 22. OK? Là, ça sera divisé par 22. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que au fur et à mesure, il n'y a pas donc la rigidité. C'est là où le prédimensionnement devient aussi très important. OK? Puisque là, le dénominateur ici, c'était 25. C'est-à-dire que, d'autant plus que il y avait quand même il y avait quand même des renforts par rapport aux rigidités. Mais là, nous avons un seul rigidité, donc d'un seul côté. OK? La rigidité plutôt donc d'un seul côté. Une seule rigidité. Et donc, raison pour laquelle là, ça sera maintenant sur 22. Maintenant, le troisième cas, le point C. Le point C ici. À ce qui concerne maintenant le voile isolé, OK, autrement appelé voile sans rigidité, voici donc la formule de prédimensionnement. C'est-à-dire la configuration, ça sera comme ça, donc sans rigidité. Comment trouver l'épaisseur A? Pour trouver l'épaisseur A, c'est simple. L'épaisseur A doit être supérieure ou égale à H et sur 20. Donc ça, c'est pour les cas d'un voile sans rigidité. OK? Donc, c'est les cas qu'on a ici. Vous voyez? Donc, c'est les cas qu'on a ici. Voilà. Donc, je pense que jusque-là, c'est clair. C'est d'abord au niveau du prédimensionnement. L'ingénieur doit bien prédimensionner, en fait, ses voiles.
Avant de prédimensionner, l'ingénieur doit d'abord définir le type de voile qu'il a et puis de bien le prédimensionner. Mais seulement, vous allez remarquer que entre les toits ici, vous allez voir que le voile, ok, le voile que l'ingénieur est censé beaucoup plus de craindre. Je dis craindre pourquoi? Puisque le voile qui présente beaucoup de risques en termes de flambement, eh ben, c'est le voile libre ici, puisqu'il n'y a pas de rigidité ni à gauche ni à droite. Ok? Raison pour laquelle vous allez voir ici que les dénominateurs est tellement minime, contrairement aux autres. Donc, ça fait ici 20. Ok? Donc, c'est le voile porteur. Ok? Donc, il y a plutôt risque de flambement. Généralement, on prend d'autres personnes, généralement pendant le prédimensionnement, on prend l'épaisseur peut-être de 25 cm, voire même 30 cm. Tu peux prédimensionner ici, tu trouves disons comment, une épaisseur de 15, ou bien une épaisseur peut-être je prends des 16. Généralement, on prend entre 25 et 30. Pour les cas des voiles libres, c'est-à-dire isolés, sans rigidité. Là, déjà, c'est bon. C'est-à-dire que là, j'ai terminé à ce qui concerne le prédimensionnement. D'autant plus que le prédimensionnement est fait, je sais bien définir mes épaisseurs. Ça, c'est d'abord le premier pas. Alors, deuxièmement, maintenant, l'ingénieur est censé de faire quoi? Là, maintenant, je peux passer directement au calcul de l'ascenseur. Alors, je vous avais déjà montré comment calculer un ascenseur. Ok? Je reviens également ici. Regardez les amis. Là, par exemple, vous avez l'ascenseur. Ça, c'est le cas d'un ascenseur à traction. Nous avons donc 3 éléments nécessaires. D'abord, le trait. Ça, c'est 1. Vous avez les câbles. Ça, c'est 2. Et puis, troisièmement, vous avez donc les contrepoids. Vous avez les contrepoids. Je vous avais dit avec détail pour dire que les contrepoids jouent les rôles, justement, de permettre à ce que la cabine puisse fonctionner normalement. Puisque sans les contrepoids, la cabine ne sera pas montée tout comme descendre. Ok? Puisque les contrepoids permettent de manière à ce que dès que la cabine monte, ok, pour que ça puisse garder son équilibre. Et au même temps, si ça descend. Alors, le valeur normalisée ici, comme j'avais dit, de charge et de vitesse sont définies justement par la norme. Ok, donc il y a plusieurs normes. La norme utilisée ici, on avait utilisé la norme française, comme je vous avais montré ici, donc la norme est là. Comment maintenant l'ingénieur peut calculer d'abord son ascenseur? Dans le calcul ici, tout en maîtrisant les 3 points que je viens d'énumérer ici, ok, la vitesse est donnée. Ok, je vous avais dit que la vitesse, vous avez la vitesse. Pour la vitesse ici, il y a la vitesse de 0,63, ok, mètres par seconde, ou minutes par seconde, c'est ça. Et puis là, vous avez donc 1, et puis de 1,60. L'ingénieur est censé d'abord de définir le type de vitesse. Ok? Le type de vitesse. Est-ce que de 0,63 minutes par seconde, de 1 minute par seconde, de 1 minute 30 par seconde, ou bien de combien? Deuxièmement, là, vous avez donc la charge de la cabine. 360 kg pour 8 personnes. Vous avez de 800 kg pour 10 personnes. Et puis de 1000 kg pour 13 personnes. Alors, nous avons opté pour 630 kg pour 8 personnes. Alors, concernant maintenant les poids par individu, généralement, vous le savez très bien, donc toute personne ne pèse pas 100 kg. Et l'ingénieur doit toujours dimensionner dans les cas les plus défavorables. Raison pour laquelle on avait opté ici que nous considérons un nombre total de 8 personnes, tel que énuméré ici. Dans l'ascenseur, donc en raison de 10 kg par individu. De 100 kg plutôt par individu. On avait majoré 100 kg par individu. Tout en sachant que d'autres personnes peuvent peser peut-être 50 kg, 60 kg, 70, 75, ainsi de suite. Justement dans les dimensionnements des câbles de traction. Alors,
Regardez maintenant ce qu'on avait fait. Parmi les données, nous avons déjà la charge de la cabine, qui est bien sûr de 630 kg. C'est le poids de la cabine, de 630 kg. Alors, maintenant, à ce niveau ici, s'il faut appliquer ça directement sur Robot Structural Analysis, si je prends seulement le poids de la cabine ici, je vois que ça, je viens appliquer ça ici, ça ne sera pas normal. Ça ne sera pas normal. Ça, c'est une erreur grossière. C'est une erreur grave. C'est vraiment gravissime. Parce que je vois des fois d'autres confrères les font comme ça. OK? Ça n'a pas de sens. Puisque si vous prenez seulement les 630 kg ici, ça donne l'impression, c'est comme si que vous n'avez pas considéré les poids de personnes. Vous n'avez pas considéré les poids des personnes. Et ça ne serait pas correct. Ça ne serait pas correct. OK? Alors, ce que je fais, c'est quoi? Vous êtes obligé d'abord de calculer également les charges, OK? Ou la charge due aux personnes. Et donc, c'est juste question de prendre le poids total des personnes, donc ça sera le 8 kg. Je multiplie par 100 kg par personne. Ça me donne directement la valeur de 8000 kg pour 8 personnes. OK? Et là, vous savez très bien la vitesse considérée ici de 1 minute par seconde. Alors, qu'est-ce que j'avais fait également? Après ça, j'ai calculé tout ça. Je vous avais déjà montré ça, les amis. Donc ça, c'est vraiment, c'est très, très sympa. Donc, je vous avais montré tout ça. OK? Alors, après ça, je viens maintenant sur l'évaluation de charge. Sur l'évaluation des charges. Sur l'évaluation des charges, regardez ce que moi, je suis obligé de faire. Tout en sachant, OK? Le poids global ici, je fais ceci. Et là, je suis toujours au niveau de l'évaluation des charges. OK? Donc, déjà, les amis, ce qu'il faut comprendre ici, on ne calcule pas seulement pour calculer. On calcule pour un bit. L'objectif ici est d'évaluer le poids ou la charge que nous allons appliquer maintenant sur le bâtiment. OK? Bien sûr, sur Robot Structural Analysis. Alors, déjà à ce niveau, je sais très bien définir tous les enjeux. Étant donné que j'ai déjà calculé, en fait, je sais très bien le poids de la cabine, OK, comme je l'ai dit ici. Là également, je sais très bien le poids dit aux personnes que j'ai calculé. Maintenant, je suis obligé de trouver maintenant la charge totale ici. La masse totale ici, le M. Pour trouver M, c'est très très simple. C'est juste question d'additionner donc les deux valeurs. OK? D'additionner les deux valeurs. C'est-à-dire, j'aurai quoi ici? Je vais prendre donc, c'est en Newton, hein, donc j'aurai 6300 plus 8000. Ça me donne une valeur de 14300. C'est là où je vous ai dit que l'ingénieur ne peut pas considérer seulement les 6300 ici. Puisque si vous considérez seulement les 6300, vous prenez ça, vous venez appliquer ici. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est-à-dire que vous n'avez pas considéré justement l'effort, donc le poids dit aux personnes. OK? Donc, j'ai pris d'abord les 6300 ici, le poids de la cabine, OK? Plus le 8000, qui est bien sûr le poids de 8 personnes. J'additionne ça, je trouve cette valeur ici. OK? Alors, c'est cette valeur que moi, je cherche. C'est ce qui est beaucoup plus important pour moi. Puisque déjà, à travers cette valeur, je peux directement calculer, dimensionner, comme on avait fait la fois passée. Je peux dimensionner directement les câbles. Le dimensionnement des câbles, ça, c'est à part. OK? Je dimensionne les câbles. Je sais très bien que pendant la réalisation, je vais utiliser les câbles de diamètre, par exemple, 5 cm. De diamètre 5. Ça, c'est bon. Mais moi, je vais chercher, je suis en train de chercher d'abord le poids. C'est-à-dire la charge majorée que moi, je vais appliquer maintenant sur Robot Structural Analysis afin de dimensionner les éléments porteurs. OK? Qui sera fonction aussi de la descente des charges. Étant donné que j'ai trouvé la valeur de 14 ici, maintenant, je peux passer sur Robot Structural Analysis. OK? Regardez ce que je fais. Je vérifie d'abord les unités ici. Je crois que je travaille avec les kilonewtons comme unité de force, c'est les kilonewtons. Et donc, je suis obligé de faire la conversion d'abord à partir d'ici.
Alors, pour faire la conversion, c'est simple. Donc là, je serai obligé de le diviser maintenant par 1000. Ok, je serai obligé de le diviser par 1000. Si je divise ça par 1000, ça me fera 14,3. Ok, je divise par 1000. Voilà, ça fait 14,3. Ok, donc 14,3 kilonewtons. Ok, 14,3 kilonewtons. Voilà. En réalité, 14,3 kilonewtons ici, c'est considéré comme, ça sera considéré à peu près comme une charge ponctuelle. Ok? C'est comme une charge ponctuelle. Alors, maintenant, dans son application, moi, je vais considérer ça comme une charge surfacique. Ça sera considéré comme une charge surfacique sur la zone d'influence. Sur la zone d'influence, là où nous allons poser justement nos machines, ok? Au-dessus. Regardez comment je vais faire. Je retiens seulement la valeur de 14,3. Je m'en vais directement sur Robot Structural Analysis. Ce que je fais, c'est quoi? Je vais d'abord définir l'endroit là où nous allons poser nos machines. Ok? Déjà, vous allez comprendre ici que la dalle ici, c'est une dalle terrasse, bien sûr accessible. Donc, c'est pour dire que je ne peux pas placer la machine ici ou mes éléments ici pour l'ascenseur. Ok? Donc, ça ne sera pas ici, d'autant plus que l'ascenseur est censé de monter jusqu'au dernier niveau, jusqu'à la dalle terrasse. Ok? Puisque vous allez voir qu'il y a même une porte ici. Vous voyez? Il y a une porte ici. Les personnes peuvent sortir ici. Directement, vous avez la piscine et puis la dalle terrasse. D'où, qu'est-ce que je fais ici? Donc, la dalle sera justement, la dalle considérée, ça sera donc cette dalle ici. C'est ici où je vais poser et donc la machine. Dans la configuration, telle que mentionnée ici, le tray, ok, le tray ici va se retrouver tout simplement au niveau de la dernière dalle. Au niveau de la dernière dalle. Vous voyez? Au niveau de la dernière dalle ici. Ok? Donc, le tray va se retrouver ici. Alors, ce que moi je suis censé de faire, c'est quoi? C'est simple, les amis. Donc, je suis obligé seulement de chercher d'abord la surface d'influence, c'est-à-dire la dalle où va se loger nos machines et tout ce qui va avec. Donc, c'est la dalle que j'ai sélectionnée ici. Et puis, eh ben, je peux maintenant définir tout simplement les cas de charge. Étant donné que les cas de charge est défini, je viens directement pour appliquer donc la valeur calculée, le poids calculé. Ok? Alors, qu'est-ce que je fais? À ce stade, je ne peux pas considérer ça comme une charge ponctuelle. Ok? Moi, je vais considérer ça comme une charge surfacique pour que ça soit appliqué sur donc l'extrémité de la dalle, mais aussi pour que l'influence soit directement sur mes colonnes et voire même mes voiles porteurs, puisque là, j'ai un voile porteur. Ok? Ce que je fais, c'est quoi? Je viens ici, ça sera considéré comme une charge surfacique. Je prends charge surfacique uniforme. Et là, je viens, voilà, j'avais déjà inséré ça bien avant, puisqu'on avait déjà calculé dans le voile. Et bien, je mets la valeur de 14,13, disons comment c'est 14,3. 14,3. Ok, oui, 14,3. Si ça sera négatif, puisque ça va justement de haut vers les bas. Donc, 14,3, négative. Ok, je clique sur ajouter. Le numéro apparaît là et puis directement j'applique. Ok, directement j'applique. Dès que j'applique, je vais patienter. Vous allez voir ce que le logiciel va me donner. Voilà. Ok, j'applique et c'est tout pour moi. Ok, puisque comprenez-vous que l'ingénieur dans les dimensionnements, l'ingénieur est censé de se baser sur l'économie et aussi la résistance. Je ne peux pas appliquer ça partout ici, puisque c'est-à-dire que si j'applique ça ici, ça en réalité c'est une erreur. Ok, puisque la surface d'influence, là où va se loger nos machines et tout ce qui va avec, et les traits aussi se retrouvent ici. C'est-à-dire, la surcharge que moi j'ai appliquée ici, son influence sera tout simplement sur le voile, bien sûr le voile porteur, mais aussi sur les colonnes et aussi sur les poutres. Ok, sur les poutres aussi.
Maintenant, une fois que j'ai appliqué, je peux directement lancer les calculs pour faire la descente des charges. Vous allez voir que les colonnes ici auront beaucoup plus de l'influence que d'autres colonnes. OK? Que d'autres colonnes. Ou carrément, je peux également faire la combinaison. Je peux faire la combinaison seulement, je peux scinder dans mes combinaisons. Je peux combiner seulement cet espace. Je viens là, je prends par exemple combinaison, ok, donc manuelle. Combinaison manuelle. Ok. Je peux faire la combinaison manuelle. Et là, je prends seulement, je définis seulement cet espace ici. Ça, c'est simple, les amis, puisque vous savez très bien comment faire la combinaison. Étant donné que cela est fait, et puis vous allez lancer les calculs. Et là, vous allez maintenant dimensionner les éléments porteurs, bien sûr, de l'ascenseur. OK? Notamment les voiles de l'ascenseur. Vous allez chercher, trouver d'abord le voile le plus exposé, OK? Le plus sollicité. Vous les dimensionnez. Vous cherchez également la colonne le plus sollicitée. OK? La colonne la plus sollicitée plutôt, vous la dimensionnez. Ainsi de suite. OK? Alors, étant donné que la descente de charge est faite, pendant maintenant que vous allez calculer aussi la partie infrastructure, vous êtes obligé d'aller maintenant dimensionner aussi les radiers généraux, bien sûr, du bâtiment, s'il faut faire les radiers, mais aussi dimensionner les radiers seulement de l'ascenseur, les radiers de l'ascenseur. OK? C'est là où maintenant l'ingénieur peut appliquer également d'autres paramètres. Pour dimensionner les radiers de l'ascenseur, je pourrais vous montrer ça dès qu'on va faire dans les radiers. OK? Généralement, ça dépasse la profondeur exigée du radier. On peut aller soit dans 1,20 m, 1,50 m, 1 m, donc ça dépend aussi de la sollicitation. On pourra voir ça, les amis, prochainement, pendant que nous allons travailler sur les radiers généraux. Donc voilà, en fait, les amis, c'est que j'allais vous montrer à ce qui concerne les calculs, OK, de l'ascenseur, mais aussi son application sur Robot Structural Analysis. Retenez seulement que c'est simple. D'autant plus que vous avez déjà calculé l'ascenseur. La première des choses, c'est quoi? Il faut d'abord bien prédimensionner d'abord vos voiles. L'ingénieur doit d'abord définir le type de voile. Là, est-ce que ce sont des voiles avec raidisseur, comme je l'avais dit, ou rigidité des deux côtés, d'un seul côté, ou sans rigidité. Et après, vous calculez maintenant l'ascenseur et vous venez directement appliquer dans le chargement sur Robot Structural Analysis. C'est très simple. OK? Voilà ce que j'allais vous montrer concernant cette partie, les amis. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.